Nathan, vous êtes le fils de David, vous avez 18 ans et David, vous êtes d'un côté le fils de celle qui est devenue une icône, Gisèle Pelicot, et de l'autre celui de Dominique Pelicot qui a été condamné à 20 ans de prison pour avoir drogué, violé et fait droguer sa femme Gisèle pendant 10 ans par 50 hommes. Vous avez une formule très forte, vous dites « Le 2 novembre 2020, j'ai perdu mon père ». Oui. C'est le jour où vous avez appris la vérité. Oui, 2 novembre 2020, il est à peu près 20h30 de mémoire. Je reçois donc un coup de téléphone de maman qui me demande de m'isoler parce qu'à ce moment-là, je suis dans la cuisine avec les enfants dont Nathan et mon épouse Céline. Donc je m'isole. Je vais dans un endroit où je peux converser et ce qu'elle va m'annoncer va être le début d'un immense tsunami. La conversation ne dure que 2-3 minutes, c'est très rapide. Une fois que je raccroche, je vais me réfugier directement dans les toilettes parce que je suis pris de nausée et je vais vomir. Et ce que j'ai dit est déposé à la barre en novembre dernier, quand nous sommes passés avec mon frère. J'ai dit qu'effectivement, le 2 novembre 2020, j'avais perdu mon père et qu'en septembre 2024, j'avais retrouvé un monstre. Et ce n'est plus votre père? Alors, par affiliation, c'est mon père. J'ai du mal encore à l'appeler papa. Ce qui concerne ma sœur Caroline, c'est plutôt son géniteur maintenant, parce qu'elle ne l'appelle plus papa. Moi, plus on avance dans le temps, plus je l'appelle Dominique Pelicot. Nathan, vous êtes le petit-fils de Dominique et Gisèle Pelicot. Comment vous l'avez appris d'abord? Moi, ça a été différent. Parce que moi, le 2 novembre 2020, j'étais en bas et mon père, il s'est isolé. Il a dû partir en urgence à Avignon, du coup, pour aider ma grand-mère à vider la maison, etc., aller au commissariat. Donc moi, je ne l'ai pas appris comme ça. Il y a une tablette qui est reliée au téléphone à papa à ce moment-là. Donc il y a des échanges avec maman. Et moi, je lis « J'ai perdu mon père ». Donc à ce moment-là, moi, je crois qu'il est mort. Donc je m'effondre tout seul dans ma chambre en larmes en pensant que j'avais perdu mon grand-père. Et quand il rentre, je lui laisse pas le temps d'arriver à papa. Je lui dis de m'expliquer les choses. Et c'est là qu'il m'explique que mon grand-père est en prison pour différents faits qu'il ne m'a pas expliqué directement. Et là, votre monde s'écroule? Oui, moi, mon monde s'écroule. Quand j'apprends que mon grand-père est en prison, oui, c'est compliqué, effectivement. Il y a toute la famille qui éclate en morceaux. C'est un véritable tsunami et je crois que le mot tsunami est faible. Et plus on est arrivé, en fait, en avançant dans ce procès, on a pris conscience qu'effectivement, en tout cas, de quoi était capable un homme, et en l'occurrence, notre père, qui est également grand-père. Vous êtes présent depuis le début du procès, pas vous, Nathan, vous êtes venu uniquement au moment du verdict. Dans quel but? C'était pour voir votre grand-père une dernière fois? Oui, enfin une dernière fois, je ne l'espère pas. Mais oui, c'était dans ce but-là. De le revoir, parce que ça fait un petit moment que j'attends ça, depuis 4 ans. Bien évidemment, j'aurais aimé être là avant, venir dès le départ au procès. J'ai eu des empêchements professionnels, donc je n'ai pu venir qu'au verdict. Et ça vous a fait quoi de le revoir alors que ça faisait 4 ans que vous ne l'aviez pas vu? Quand il est rentré dans son box, ça a été un moment assez émotionnel personnellement. J'ai commencé à trembler, puis la colère a repris le dessus et on a échangé des regards, plusieurs regards. Moi, personnellement, je ne le quittais pas des yeux. Lui a détourné le regard. Et quand j'ai été parler avec son avocate, on a échangé quelques mots. Je voyais que lui ne lâchait pas du regard à ce moment-là. Vous ressentez quoi pour lui? Moi, de la colère personnellement pour ce qu'il a fait à ma grand-mère, à toute ma famille. On va revivre ce jour si particulier, le jour du verdict. Louis Amar, vous étiez sur place, vous avez suivi aussi l'avant-décision. Comment nous raconter l'atmosphère? Vous dire d'abord que tout a commencé très tôt, un petit peu avant 7 h du matin. Il y avait déjà des centaines de personnes massées sur un petit bout de trottoir devant le tribunal judiciaire d'Avignon. Des militantes féministes venues pour soutenir Gisèle Pelicot, des policiers qui avaient en partie bloqué la circulation sur le boulevard et surtout beaucoup de journalistes. Nous étions près de 400 accrédités, dont une centaine d'étrangers venus du Japon, du Canada, des États-Unis et d'à peu près toute l'Europe. C'est simple, jamais en France un procès n'avait été autant couvert. Un peu après 8 h, les portes du tribunal
ont ouvert et les 32 accusés qui comparaissaient libres ont commencé à arriver, certains par l'arrière du tribunal, d'autres devant tout le monde. Regardez bien cette image signée Morgan Stemelin, un homme avec un sac. Il savait qu'il avait de grandes chances de partir en prison le jour même, alors il avait pris ses affaires. On le voit embrasser une dernière fois l'une de ses proches. Et puis parfois ça a été plus tendu, plus théâtral aussi, avec cet accusé qui a fait un doigt d'honneur à la foule sur le perron du palais de justice. Dominique Pellicot est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. La deuxième peine, la plus haute, est de 15 ans. Les 3 autres peines les plus lourdes sont de 13 ans de prison. 6 hommes sortent libres. Vous l'avez dit, même au nom des enfants, donc des 3 enfants, vous êtes déçus par ces autres peines. Elles sont trop basses. Oui, enfin, le plus important, c'est qu'il n'y ait pas eu d'acquittement. Aujourd'hui, nous apprenons qu'il y a 2 individus qui ont fait appel. Elles sont trop basses, oui, par rapport effectivement à ce que nous attendions. Je crois que la moyenne, j'avance un chiffre, je ne sais pas si c'est tout à fait exact, mais en moyenne, on a entre 9 et 10 ans pour un crime sexuel, un viol. Dans 70% des cas, oui, c'est 10 ans ou plus. Voilà. Donc quand on a appris que chez certains, il n'y avait que 4, 5 ou je ne sais plus, je crois 7, 8 ans, oui, enfin, on était quand même un peu dans l'incompréhension et la déception. Le mot est faible, mais oui, c'était quand même assez déroutant. Il y a une image très forte qui nous a tous touchés et on va entendre Gisèle Pellicot dans un instant, mais d'abord, je voulais qu'on regarde l'image. Vous êtes à côté d'elle quand elle prend la parole après le verdict. C'est la première fois en effet que vous venez et vous avez ce geste. Non seulement vous la soutenez littéralement, mais aussi physiquement. On voit cette main sur son épaule. Vous étiez aussi venu pour ça. Oui, pour soutenir non seulement ma grand-mère, mais aussi toute ma famille. Je ne devais pas forcément l'accompagner. C'est ma grand-mère qui m'a dit « tu viens avec moi ». Je ne me voyais pas refuser. Forcément, il y avait des caméras, mais j'y prêtais pas attention. Moi, j'étais pas là pour les médias ou quoi que ce soit. J'étais là vraiment pour soutenir ma grand-mère de ce qu'elle a vécu. Non seulement les 4 mois de procès, mais aussi la manière dont elle l'a appris et ces 4 dernières années qui ont dû être éprouvantes pour elle aussi. Vous jetez quel regard sur elle ? Le regard que je suis fier de ma grand-mère, bien évidemment, pour ce qu'elle a fait. Le combat qu'elle mène. Elle n'est pas forcément toute seule. Il y a aussi ma tante qui mène son combat en parallèle, dont je suis fier aussi. Caroline ? Ouais. Ce qu'elle mène aussi est incroyable en termes avec son association. Papa essaye de développer aussi le soutien des hommes. Oui, pour sensibiliser en effet à la soumission chimique. Et en effet, d'ailleurs, il y a eu des mesures aussi politiques. Le gouvernement semble vous entendre. Réécoutons les mots de Gisèle Pellicot. C'est important de le faire parce qu'ils sont rares et à chaque fois très puissants. Ce procès a été une épreuve très difficile et à cet instant, je pense en premier lieu à mes 3 enfants, David, Caroline et Florian. Je pense également à mes petits-enfants parce qu'ils sont l'avenir et c'est aussi pour eux que j'ai mené ce combat, ainsi qu'à mes belles-filles, Aurore et Céline. Elle parle d'abord de vous, de ses enfants, de ses petits-enfants. Elle dit que c'est pour vous si elle a mené ce combat. Est-ce que d'ailleurs c'est vraiment pour cela qu'elle a décidé à un moment de rendre le procès public ? Au début, il était question qu'elle reste anonyme. Quel a été le déclic ? À quel moment Gisèle Pellicot s'est dit « ce ne sera pas un huis clos » ? Ça, je pense qu'il faudrait lui poser la question, mais en imaginant qu'on n'aurait pas levé ce huis clos, forcément, on n'aurait pas eu autant de réactions, comment dirais-je, de suite médiatique. Enfin, ce procès a pris une ampleur médiatique extraordinaire. Je parle sous le contrôle de ceux qui étaient présents encore, effectivement, il y a quelques jours. Mais c'est le procès le plus suivi. 180 médias, je crois. Même quand il y a eu les attentats, il n'y avait pas autant de journalistes, de médias étrangers présents. Vous l'avez vu, c'est devenu une icône nationale, mais aussi mondiale. Comment vous l'avez vu d'ailleurs, petit à petit devenir une icône ? Peut-être même qu'à un moment, vous vous dites, elle est plus une icône que ma mère. Je ne sais pas quel rapport vous avez à ça. Alors, le fait qu'elle soit devenue une icône ou une héroïne, je pense que c'est vrai. Il n'y a qu'à voir le nombre de unes qu'elle fait, qui passent d'ailleurs dans vos écrans. Oui. Que ce soit Libération, Télégramme, Parisien, ça c'est pour la presse nationale. Mais à travers le monde, c'est considérable. Maintenant, on l'a vu assez rapidement quand la première semaine de procès, on a vu arriver
des tonnes et des tonnes de lettres dans un énorme colis. Enfin, c'est ce qu'on nous a dit parce qu'on ne l'a pas vu. Et au fur et à mesure que le procès avançait, on nous a dit qu'il y a un gros problème parce que la Poste ne sait plus où mettre les colis. Donc, force est de constater que, effectivement, quand on entend ça, oui, c'est impressionnant. Oui. C'est impressionnant. Mais ce que je voudrais dire aussi, parce que ça c'est très important, c'est que on nous a un petit peu volé effectivement notre histoire de famille, parce que voilà, ça fait partie de la médiatisation, etc. Je voudrais qu'on en parle justement ce Oui. soir. C'est-à-dire que c'est vrai que Gisèle Pellico est devenue une icône, une héroïne. On a raconté son histoire terrible, 50 hommes au moins qui l'ont violée, qui ont été en tout cas condamnés. Quand je dis 50 hommes, je sors votre père de cette histoire, mais lui aussi, pendant 10 ans. Et en même temps, il y a vos histoires en parallèle. Caroline Darian, c'est très fort. Il y a ces images d'elle dénudée avec des sous-vêtements qu'elle ne reconnaît pas, un endroit qu'elle ne reconnaît pas. Elle se demande ce qui lui est arrivé. Elle n'a pas la réponse. Il n'y a pas que ça. Il y a des photos aussi de votre femme qui ont été retrouvées alors qu'elle était enceinte, dénudée aussi. Votre père était en possession. Belle-sœur aussi. La belle-sœur aussi. Et puis il y a l'histoire de Nathan. Je sais que c'est compliqué d'en parler. L'histoire de Nathan, c'est que quand il était petit, sa tante a entendu que le grand-père, donc Dominique Pellico, voulait jouer au docteur avec vous, Nathan. Alors, pour Nathan, ce qui est effectivement certain, c'est qu'il y a actuellement une enquête en cours. Tout va dépendre de ce que le procureur de la République aura décidé, s'il choisit ou pas de donner des suites judiciaires. Autrement dit, je pense un procès, si on peut dire éventuellement le mot procès. En ce qui concerne effectivement mon épouse, ma belle-sœur, elles ont été prises en photo dans leur plus stricte intimité, puisque ça s'est fait dans une salle de bain. D'ailleurs, on s'est sûrement posé la question de savoir comment il a pu réussir à trouver un angle. Enfin bon, je vous passe les détails. Mais... Et puis, effectivement, pour moi, mais ça n'engage que moi, la grande oubliée de ce procès, et j'ai pas peur de le dire, qui a été sacrifiée, c'est ma sœur Caroline. Parce que contrairement à maman, elle a des preuves matérielles. Caroline n'a que 2 photos, mais quelles photos? Parce que ce sont quand même des photos plus que subjectives. Mais c'est tout ce qu'elle a. Et aujourd'hui, par rapport effectivement à ce que l'on sait, donc ces photos, Caroline souffre tous les jours. Elle n'attendait qu'une chose, c'est que la vérité soit dite pour elle. Malheureusement, ça n'a pas été dit, puisque elle n'attendait qu'une chose, c'est qu'il dise certaines choses, quels agissements il a pu avoir sur elle. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Elle ne saura jamais. Probablement pas, et je pense que de toute façon, étant donné le nombre d'années qu'il va passer en prison, je pense qu'il va mourir en prison, mais je veux dire, il va certainement emmener des secrets avec lui. Et ça, pour Caroline, c'est terrible, parce que ne pas avoir la vérité, le fait qu'il ait pris des photos, oui, mais pourquoi il a pris ces photos? On n'a pas la réponse. Louis, comment Dominique Pellico a-t-il réagi à l'énoncé du verdict? Il est resté impassible dans le box des accusés. Il faut dire qu'il s'attendait à ce que la peine maximale soit prononcée. Quelques minutes après le verdict, son avocate Béatrice Zavarro s'est présentée devant tous les médias. Puis c'est à Célébdo qu'elle a accordé sa première réaction. Comment il a réagi à l'annonce de ce verdict? Avec fatalité, comme il l'a toujours fait, c'est-à-dire qu'il prend acte des choses et il manifeste pas forcément son opinion. Dans la salle d'audience, il y avait sa famille, ses enfants. Est-ce qu'il a eu auprès de vous un mot pour eux? Est-ce qu'eux lui ont dit quelque chose? Est-ce qu'il y a eu un échange à l'intérieur de la famille depuis la condamnation? Non, il n'y a eu aucun échange. Je veux dire, la configuration des choses de la salle est restée la même, à savoir M. Pellico à gauche, la partie civile à droite, et aucun échange possible entre les deux corps, entre guillemets, après le prononcé du verdict. J'avais dit à M. Pellico, je veux qu'on sorte d'ici avec une Madame Pellico apaisée. Je ne sais pas si elle l'est, mais en tout cas, le verdict prononcé peut, à mon sens, participer de cet apaisement. Elle se demande si Gisèle Pellico est sortie de ce verdict apaisée. Je ne peux pas répondre à sa place. Ce que j'ai entendu, c'est qu'elle acceptait, en tout cas, les décisions de la Cour. Moi, je pense que pour lui, elle s'attendait de toute façon à ce qu'il y ait une peine qu'il a reçue. Hein.
qu'il a eu, 20 ans. Ça, c'est une certitude, parce que nos avocats nous avaient dit depuis un certain temps, voire même avant que le procès démarre, de toute façon, les agissements et ce qu'il a commis, ce qu'il a fait, ça mérite 20 ans. Il y a eu un autre moment qui nous a choqués, et c'était cette fois-ci en dehors du tribunal. Je ne sais pas si vous avez vu cette image. On a besoin que vous nous éclairiez, Louis. Oui, il y a une altercation entre un avocat et le public. Un avocat qui a cru bon de venir provoquer la foule, déjà échaudée par un verdict que beaucoup ont jugé trop clément. Cet avocat, c'est lui, c'est Christophe Bruchy. Il défendait Joseph Coco, c'est le seul des 51 accusés à comparaître, non pas pour viol ou tentative de viol aggravé, mais pour agression sexuelle aggravée. Il a été condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, mais comme il avait déjà effectué quasiment 1 an de détention provisoire, il est ressorti libre, alors son avocat a fait le fier. J'ai un message de la part de mon client à toutes ces hystériques et ces mal embouchés. Le message c'est merde. Voilà, et avec le sourire. Allez les tricoteuses. Quand on a entendu que ça commençait à chauffer à l'extérieur, sans d'ailleurs très bien comprendre pourquoi à ce moment-là, on a couru pour aller voir et on a tendu notre micro à Christophe Bruchy, qui était très heureux de son petit numéro. Comment vous les avez appelées, les dames devant ? Tricoteuses, vous savez qui c'est les tricoteuses ? Je vous l'explique, pendant la Révolution, c'est des femmes qui étaient assises en face de la guillotine, qui tricotaient et qui n'attendaient qu'une chose, que la guillotine tombe. Il y a un sous-entendu misogyne qui est évident, vous le savez bien. Non pas, vous croyez que je suis misogyne ? C'est-à-dire que j'aime pas les femmes. Elles intéressent qui, ces femmes ? Elles intéressent personne, elles sont là, elles font le bug, elles sont dans la haine. Tricotées en Iran, au Yémen, en Afghanistan, où là il y a effectivement des causes vraiment, voilà. Qu'elles y aillent là. Quel rapport ? Quel rapport ? Parce que là-bas, il y a la cause des femmes, elles sont autrement plus importantes qu'ici. Vous savez. Ici, c'est pas important la cause des femmes. C'est important, mais là-bas, elles sont pour moi plus malheureuses en Iran, en Afghanistan, au Yémen qu'ici, quoi. David, est-ce que au long de ce procès, au cours de ce procès, vous avez été blessé par certains propos, certains discours des avocats de la défense ? Parce qu'on vient d'entendre. Je veux juste réagir par rapport à ce monsieur. Je ne sais pas s'il a encore la chance d'avoir une maman, mais ce qu'il a dit est parfaitement abject. Et honnêtement, je me demande vraiment s'il a compris les enjeux de ce procès. Parce que sortir des choses pareilles, entouré de femmes qui sont venues régulièrement nous soutenir, c'est parfaitement abject. Nathan, vous avez appris ça à l'âge de 14 ans. Vous en avez aujourd'hui 18. C'est-à-dire que votre adolescence s'est passée avec ce poids, avec cette histoire. L'adolescence, c'est le moment où on construit sa masculinité quand on est un garçon, le moment où on construit la vision des rapports hommes-femmes. Vous avez quoi comme vision des rapports hommes-femmes aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce que je pense, c'est que, hommes comme femmes, on est tous concernés. Et c'est important. Le combat est mené par mon père. C'est vrai que quand on a 14 ans, on ne comprend pas forcément tout. J'ai eu la chance de comprendre assez vite, d'avoir les bonnes explications par mes parents, ainsi que par ma tante, par ma grand-mère, enfin par toute ma famille. C'est vrai que c'était pas facile, mais de toute manière, il faut se construire. Comme je l'ai souvent répété, j'aurais pas pu continuer à avancer ma vie sans ce verdict. C'était impossible pour moi et impensable. Aujourd'hui, le verdict est passé, donc il va falloir que j'avance. Et puis... Mais vous vous dites qu'on peut être un homme sans être un violeur. Vous réussissez à... Bien évidemment. Parce que la défense de mon grand-père et qu'il a subi des choses dans son enfance, donc il est devenu comme ça. Dans ces cas-là, j'ai subi des choses dans mon enfance, c'est pas pour autant que je vais faire toutes ces choses abjectes qu'il a faites. Moi, je respecte les femmes, je respecte tout, hommes, femmes, donc voilà. Comment vous vous projetez sur la suite ? Est-ce que vous vous dites que ça va rester la cause de votre vie ? En tout cas, je serai encore aux côtés de ma sœur pour le combat qu'elle mène à travers son association M'endors pas, qui donc lutte contre les ravages de la soumission chimique, et que j'ai envie surtout de sensibiliser, je vais dire la gente masculine, mais les hommes, parce que ce que j'ai cru constater dès la première quinzaine de ce procès, très rapidement, c'est qu'il y avait très très peu d'hommes qui se manifestaient. Et ça m'a surpris dans un premier temps, mais vraiment choqué. Alors, encore une fois, pourquoi ? Parce que ou ils ne se sentaient pas légitimes, ou parce qu'ils avaient peur.
Je leur redis simplement ce soir que leur place doit être prise et qu'il faut qu'ils s'engagent auprès de toutes ces femmes qui subissent toutes ces atrocités.